Le 1er novembre 1984, donc il y a 36 ans, Christiane Sirois et Sébastien Métivier prennent une collation vers 16 heures dans leur appartement. Madame Sirois n'est pas au courant que c'est la dernière fois qu'elle va voir son fils pour les 36 prochaines années. Elle l'a toujours pas revu depuis, malheureusement. Il va s'en suivre une enquête qui va être, je dirais, bâclée au départ, mais qui va vite débloquer à cause malheureusement de la mort de quelqu'un. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, puis cette nouvelle vidéo-là, c'est une vidéo True Crime. Let me know en commentaire si une chaîne secondaire de True Crime ça vous plairait. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup ça, me dédier à ça. Moi, j'ai le goût de m'attarder plus au cold case au Québec, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien évidemment, n'hésitez pas à me donner des propositions de cold case, ça me fait toujours plaisir en fait de vous lire. Donc, c'est parti, on y va. Sébastien Métivier, 8 ans, vit avec sa mère Christiane Sirois et sa sœur Mélanie Métivier. Ils vivent dans un petit quartier où tout le monde se connaît. Il y a vraiment une belle communauté dans Hochelaga, Maisonneuve. Vraiment, à l'époque, tout le monde se connaissait. C'était vraiment comme un petit village, si je puis dire. Sébastien et un de ses amis, Wilton étant plus vieux de quelques années, il a 12 ans, donc c'était lui qui était un peu sous la responsabilité de Sébastien. Les deux vont avoir vers 7h30 un cours de bricolage au sous-sol de l'église. Donc, à côté, près de chez Sébastien et Wilton, parce que Wilton, c'est un garçon du voisinage qui provient du même immeuble que Sébastien et Mélanie. Ils vont faire leur cours de bricolage vers 7h30, tout se passe bien apparemment, donc il n'y a rien de ce côté-là. C'est assez étrange cette journée-là du 1er novembre 1984 parce que il est arrivé, en fait, 3 disparitions approximativement aux mêmes endroits. Donc, il y a la disparition de Sébastien et Wilton et il y a la disparition du petit Maurice Vien, 4 ans. Qui malheureusement sera retrouvé dans une maison abandonnée de Montérégie quelques heures après sa disparition. Il va s'être fait aborder en fait par un homme qui va lui demander des bonbons. Il va accepter sa proposition et malheureusement, vous connaissez la suite. Il sera décédé, il va s'être fait assassiner. J'ai pas envie de donner les circonstances de sa mort en précision parce que je trouve ça tellement horrible et sordide que ça peut vraiment choquer certains et en traumatiser certains, ce que j'ai pas envie en fait. Sinon, en ce qui concerne Wilton et Sébastien, ils ont été enlevés probablement par une personne qu'ils connaissaient ou bien ça a été quelqu'un qui les a emmenés de force dans la voiture ou le camion, peu importe. On sait pas quel genre de véhicule la personne possédait. Wilton, malheureusement, sera retrouvé quelques heures suivant la disparition des deux garçons. On va le retrouver aux abords du fleuve avec des traces de lutte sur son corps. Donc, il se serait défendu avant de mourir. On a retrouvé les vélos des deux garçons parce qu'ils se déplaçaient à vélo. Pourquoi je dis que cette enquête a été bâclée, c'est qu'au départ, les policiers, quand ils sont arrivés au domicile de Mme Sirois, lui ont dit « Ah, vous inquiétez pas, madame, c'est une fugue, les gars sont en fugue, ils vont revenir. » Mme Sirois vraiment s'est mise à sortir de ses gonds, ce qu'on comprend totalement. C'est une mère monoparentale. Elle veut retrouver son enfant à tout prix. Elle explique comment une fugue. Comment? Je veux dire, il y a 8 ans, mon enfant, c'est mon sang, c'est impossible parce que, il y avait un contexte familial assez harmonieux, je veux dire, c'était une belle famille en apparence, puis c'était vrai aussi, le voisinage le confirmait que c'était une famille, Sébastien venait d'une bonne famille et il était, encore beaucoup attaché à sa mère, vers 8-9 ans, je veux dire, comme tous les enfants, on est encore beaucoup dépendants de nos parents à cet âge-là, donc... Madame Sirois ne croit pas que ce soit une fugue en ce qui concerne son fils et Wilton. Elle va livrer plusieurs entrevues là-dessus, d'ailleurs, sur ce sujet, parce qu'elle trouve ça complètement débile que des policiers puissent dire que son fils ait fait une fugue et que la première chose à laquelle on pense quand un enfant est porté disparu, ce soit une fugue. D'ailleurs, à propos de ça,
Madame Sirois et sa fille Mélanie ont créé une page Facebook pour apporter leur soutien aux victimes d'un proche qui est disparu, parce que oui, c'est des victimes, j'aimerais le rappeler, ce sont des victimes collatérales du drame. Donc, faut pas voir ça comme si c'était pas des victimes. On est souvent porté à croire que c'est la personne en soi qui a vécu ça, qui est disparue, qui est la victime. Oui, en effet, c'en est une, mais faut penser aux familles qui sont aussi des victimes collatérales de ça, qui veulent avoir leurs proches auprès d'eux. D'ailleurs, il y a un magnifique organisme qui s'appelle Enfants Retour qui apporte son soutien aux proches des familles d'enfants disparus, ce que je trouve vraiment cool. Je vais vous mettre le lien en description. Il y a plein de disparitions, de cas irrésolus d'enfants. Peut-être qu'il y en a pour certains, vous êtes plus sensibles, ce que je comprends totalement. Vers 8h30, Sébastien et Wilton sont portés disparus. Et quelques heures plus tard, on va découvrir le corps de Wilton décédé, heureusement. Le 1er novembre 1984, je le rappelle, ça fait 36 ans de ça. Et on n'a toujours aucune trace de Sébastien. Où il est? On peut supposer le trafic humain, encore là, c'est une théorie, pas de ma part. Il y a plusieurs personnes qui vont dire ça. Ce qui est spécial aussi à propos du cas de Sébastien Métivier, c'est que c'est le premier petit garçon à avoir son visage sur les boîtes de lait et également dans les affiches, dans les bus et les transports en commun dans le coin de Montréal. Moi, je connais pas du tout le coin de Montréal parce que je n'y habite pas. Mais apparemment que un peu partout dans le coin de Schlager Maisonneuve, il y en avait dans les transports en commun, il y avait des affiches un peu partout aussi, et également sur les boîtes de lait. Je vais vous montrer une photo du vieillissement de Sébastien, donc de quoi il aurait l'air aujourd'hui si jamais on le retrouve. Donc encore là, l'artiste a fait un travail approximatif, donc je vous demande simplement de considérer ça. Donc, pourquoi 36 ans plus tard, on n'a toujours aucune trace? Honnêtement, moi-même, je me pose la question. C'est ce qui m'intrigue le plus dans cette affaire, c'est que le dossier stagne, à moins que, en fait, le SPVM et la SQ aient certains détails en possession qu'on ne sait pas et qu'ils gardent secret, ce qui serait complètement compréhensible. Mais sinon, un autre fait très, très important à savoir, c'est que quelques heures, je pense peut-être une journée ou deux plus tard, Christiane Sirois va recevoir un appel et ça a un peu glacé le sang. Pour vrai, là, c'est Sébastien au téléphone qui va lui dire, un peu le souffle coupé, allô. Et puis là, tout d'un coup, plus de téléphone, plus de ligne, plus rien, ça l'a raccroché. Laissant vraiment dans la tristesse et dans le doute sa mère. Tout de suite après, les policiers ont dit « Ok, on va mettre des mouchards ». Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les policiers n'ont pas mis tout de suite des mouchards pour enregistrer les appels provenant du domicile de Madame Sirois et du domicile des Lubin, parce que les Lubin, en fait, c'est le nom de famille de Wilton, donc il s'appelait Wilton Lubin. Il aurait dû faire ça dès le début, honnêtement, selon moi. Donc, c'est pourquoi j'ai dit justement que cette enquête était un peu bâclée. Puis, Christiane Sirois, elle se dévoue vraiment beaucoup. Elle se dévoue vraiment dans la cause pour essayer de retrouver son fils et les autres disparus au Québec en général. Elle a livré des entrevues un peu partout. Elle en a livré à TVA, à LCN, donc je sais que c'est à peu près le même réseau, là. Puis aussi, elle a fait une émission qui s'appelle « Où es-tu ?» Donc, c'est de là que j'ai trouvé ce cas-là qui m'a intriguée à un point. Vous n'avez même pas idée. En ce qui concerne mes théories, moi, j'ai vraiment envie de m'en tenir au fait. J'ai pas le goût de livrer mon opinion et mes hypothèses parce que j'ai envie que vous créez votre propre hypothèse, votre propre opinion sur cette affaire parce que, ben, ça peut peut-être débloquer quelque chose dans l'enquête si on a beaucoup de cerveau à travailler sur cette enquête. En tout cas, moi, honnêtement, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai pas pu m'arrêter. On n'a pas tant de détails que ça, mais juste assez pour pouvoir
faire une vidéo dessus, donc je trouve ça vraiment le fun de pouvoir en parler. Bon, ok, c'est des événements tragiques, mais vous voyez ce que je veux dire, je suis vraiment une passionnée de true crime. Je sais que c'était une vidéo quand même assez courte, parce que bien évidemment, c'est un cold case, puis j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce genre de causes-là, les cold cases, en ce qui concerne le true crime, puis surtout les cold cases québécois. Je vais en parler des cold cases d'un peu ailleurs. J'ai envie plus de me concentrer sur les cold cases québécois parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Tu sais, il y a Victoria Charlton dans le monde du true crime, il y a Max Guys, il y en a plein d'autres. Mais ils parlent pas autant de cas québécois, puis moi j'aimerais ça plus en parler. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bien évidemment, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications pour recevoir toutes les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Ce serait bien pratique. Donc bye guys, on se retrouve dans une prochaine vidéo.